Ouais. Merci à toutes et tous d'être là pour ce soir, malgré la chaleur, pour être avec nous un peu au frais avec Emmanuel Walter. Ce soir, c'est une rencontre qui m'a semblé importante et autour d'un sujet extrêmement dur. Je préfère juste porter une toute petite attention en introduction parce que ce qu'on va entendre, ce qu'on va éventuellement lire, et les gens qui arriveront auront le même avertissement, il y a des passages qui sont durs, qui sont violents, qui reflètent une réalité qui est violente. Salut. C'est ça de commencer trop bonheur. Pas trop à l'heure. Surtout les gens se sentent tellement mal, c'est hyper drôle. Non. Voilà, donc il y aura des passages violents parce que la réalité est violente, la réalité d'un phénomène massif au Canada qu'Emmanuel tu dépeins dans Sœurs volées, ce livre qui sort dans une nouvelle édition, une deuxième édition augmentée chez Lux. Il s'agit donc d'un phénomène de féminicide, en particulier de femmes autochtones, Premières Nations. Ça serait intéressant aussi peut-être de parler du vocabulaire, on verra. Mais donc voilà, donc c'est une deuxième édition. La première était parue en 2014. Ouais. Et c'est une très grande joie et vraiment un très grand intérêt de t'entendre pour que tu nous décrives ce phénomène-là et aussi sur le temps long en disant comment ça a pu évoluer. Et pour rentrer en fait dans ce phénomène, tu as choisi d'aborder deux disparitions en particulier, celle de Maisie et Shannon, qui avaient 16 et 17 ans quand elles ont disparu en 2008. Ouais. Elles vivaient aux alentours, alors pour l'une dans une réserve, là aussi réserve, on verra sur les termes si on en reparle, mais dans une réserve de Première Nation, Anishinaabe, et son amie qui vivait elle juste à côté de cette réserve. Et elles ont disparu sans qu'on sache encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Et avec cette porte d'entrée-là, en fait, tu abordes ce phénomène beaucoup plus ample. Et pour se donner une idée de cette réalité-là, de cette réalité si massive, je voudrais, si tu es d'accord, que tu nous lises un passage qui est issu de la première édition, dans les premières pages de la première édition, et qui est un peu long. Vous allez l'entendre. Ne partez pas. Ne partez pas. C'est un peu volontaire. C'est pour montrer et pour entendre à quel point cette réalité-là, elle est énorme et elle est pesante. Alors, je n'ai pas l'habitude de me lire, mais je vais faire au mieux. Ainsi elles disparaissent, ainsi elles meurent. Les filles et femmes autochtones sont des funambules qui avancent sans filet. La violence familiale, la violence dans les communautés, la violence de la rue, la violence sexuelle, la violence raciste, toutes les violences sont susceptibles de s'abattre sur elles et de les faire tomber. Elles meurent sous les coups de leurs conjoints. Inusik Akavak, 2000, Nunavut. De voisins ou connaissances. Crystal Beristo, 2002, île du Prince-Édouard. De leurs cousins. Hilary Bonnell, 2009, Nouveau-Brunswick. Mais aussi de tueurs en série, Brenda Wolfe, 1999, Colombie-Britannique. Elles meurent sur les routes où elles font de l'autostop, Ramona Wilson, 1994, Colombie-Britannique, ou du vélo, Monica Jack, 1978, Colombie-Britannique. Elles meurent parce qu'elles marchent seules dans la rue et ont l'outrecuidance d'être autochtones. Hélène Betty Osborne, 1971, Manitoba. Leurs corps ont été retrouvés chez elle, Joanne Gosskipper, 1996, Alberta. Dans la montagne, Lynn Jackson, 2004, Alberta. Dans un cimetière abandonné, Charlene Orchalak, 1988, Manitoba. Dans une décharge, Courtney Johnston, 2014, Alberta. Dans un sac de hockey, Loretta Sanders, 2014, Nouveau-Brunswick. Dans un canal gelé, Sandra Kay Jackson, 1992, Ontario.
Sous un pont, Tiffany Morrison, 2006, Québec. Dans un sac poubelle, Caroline Sinclair, 2012, Manitoba. Sur la rive d'un fleuve, Cynthia Mass, 2010, Colombie-Britannique. Dans le creux d'un ruisseau, Cherise Hull, 2009, Manitoba. Dans un sac flottant sur la rivière, Tina Fontaine, 2014, Saskatchewan. Elles ont été poignardées, Tara Chartrand, 2012, Saskatchewan. Battues à mort, Amanda Jane Cook, 1996, Manitoba. Frappée à la tête, Chelsea Acorn, 2005, Colombie-Britannique. Brûlée vive, Joyce Cardinal, 1994, Alberta. Tuée par balle, Elisa Piasapa, 2003, Nunavut. Noyée, Alassi Novrakudluk, 1994, Québec. Certaines familles pleurent 2 sœurs, Ginger et Dina Belrose, 2001 et 2002, Alberta. 2 cousines, Cecilia et Delphine Nical, 1989 et 1990, Colombie-Britannique. Une tante et sa nièce, Glenda et Kelly Morisseau, 1991 et 2006, Manitoba et Québec. Une grande-tante et sa petite-nièce, Tina Fontaine et Cheryl Duck, 2014 et 1988, Manitoba. Et trop souvent, c'est le grand rien, pas de traces, pas de corps. Maisie Odjick et Shannon Alexander, 2008, Québec. C'est le point d'interrogation qui vrille l'estomac des mères, des pères, des frères, des sœurs et des cousins. Les familles se débattent, enquêtent parfois en lieu et place des policiers, protestent contre le peu d'attention qui leur est accordée, mais leurs cris sont comme absorbés par un Canada ouaté, feutré, qui s'accommode de la misère des autochtones. Pardon. Le silence. C'est fort de... Merci beaucoup. C'est fort de finir cette lecture avec ce terme de silence. Et il me semble, et je t'interrogerai là-dessus en premier lieu, mais il me semble que c'est ça l'objectif de ce livre. C'est de donner à entendre, de donner cette voix à toutes ces femmes que tu as citées et à tant d'autres. Mais voilà, de leur donner une vie dans nos oreilles et dans nos yeux en lisant ça. Pour moi, c'était ça l'objectif, et qu'il fasse un peu taire le Premier ministre, un ancien Premier ministre du Canada que tu citais, qui disait qu'il ne fallait pas voir ces crimes comme un phénomène sociologique, mais comme seulement un crime. Des faits divers, ouais. Des faits divers. Crimes, ouais. C'est un phénomène d'ampleur, c'est un phénomène sociologique, c'est un phénomène de société, à l'intersection de beaucoup de choses. Moi, c'était quoi, toi, ton objectif en écrivant ce texte? En fait, ce texte, il répond à un étonnement, c'est-à-dire que je m'installe au Québec en 2011 en famille, et je m'intéresse tout de suite aux questions autochtones, et je découvre au bout de quelques mois, au détour d'un cheminement sur le web, que l'ONU s'inquiète de la surmortalité des femmes autochtones au Canada, et que l'ONU est sollicitée par des ONG canadiennes pour venir enquêter sur place. Or, je n'avais jamais rien, ça faisait des mois que j'étais là et je n'avais rien lu, jamais, sur ce phénomène. Et donc, à ce moment-là, je ne suis plus journaliste. Pendant 2 ans et demi, je n'ai plus été journaliste dans ma vie. Et le journalisme est venu me rattraper de cette manière. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est incroyable, comment ça... il y avait un fossé énorme entre l'énormité de l'information, c'est-à-dire la surreprésentation des femmes autochtones parmi les femmes assassinées au Canada, et je crois que la personne n'ose pas rentrer, mais il faut qu'elle rentre. Venez pour la rencontre. En fait, il y avait un fossé énorme entre cette surreprésentation des femmes autochtones parmi les femmes assassinées au Canada, je vous donnerai peut-être des chiffres tout à l'heure, et le silence total des médias au Québec. Parce que je me suis quand même aperçue que dans le Canada anglophone, c'était un peu mieux connu, je pourrais aussi expliquer pourquoi, il y a une raison, c'était un peu mieux connu et un peu plus documenté, mais au moment où j'ai écrit, il n'y a pas de livre consacré à la question, ce qui est fou en fait. Donc j'ai écrit ce livre pour répondre d'abord à ma stupéfaction
Et tout le monde m'a dit, enfin tout le monde, les gens de Montréal à qui j'en parlais disaient ma pauvre, c'est cause perdue parce que personne ne s'intéresse aux autochtones. Donc on est en 2012-13, ouais, 2012. Personne ne s'intéresse aux autochtones, donc au mieux tu auras une petite interview sur Radio-Canada, mais vas-y, hein, mais bon. Et moi je l'ai fait parce que je l'avais dans le ventre et je me suis dit je m'en fous, je le fais. J'avais déjà écrit d'autres livres, c'était pas nouveau pour moi d'écrire, mais et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a eu un écho énorme au Québec parce que ça a eu un effet de révélation. Et si j'ai choisi comme fil rouge, j'aurais pu choisir évidemment 1000 histoires comme vous avez compris. Mais j'ai choisi l'histoire de Maisie et Shannon parce que c'était au Québec et que les Québécois étaient persuadés que ça ne concernait pas le Québec. Et donc je me suis dit, justement, je vais le faire. Puis c'était, en plus, je vivais là, ça avait vraiment du sens. Et donc ça a eu un gros impact. Je me suis retrouvée dans une situation complètement imprévue où ça a fait la une du quotidien le plus important du Québec, qui s'appelle Le Devoir. Je me suis retrouvée dans une émission qui s'appelle Tout le monde en parle et qui est l'équivalent québécois de Tout le monde en parle en France, qui est un truc hyper grand public, populaire. Enfin voilà, ça a complètement dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer avec la maison d'édition. Pendant un an, j'ai dû répondre à des interviews, quoi. Au Québec. Au Québec. Parce que ça a eu un effet de révélation, mais qui est très étrange quand on sait l'énormité du phénomène. Mais c'est ça, les pays coloniaux, c'est des pays avec des angles morts à tous les coins de rue. Et nous-mêmes, on en a plein. Ce que je cherche à faire avec cette nouvelle édition et ce que je dis, parce que je ne l'ai pas forcément écrit, parce que dans cette nouvelle édition, il y a une nouvelle préface et une postface que j'ai écrite qui est comme un mini-livre qui raconte tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, 12 ans. Et ce qui pour moi est important, et j'aime bien le dire tout de suite, c'est de désexotiser ce phénomène-là. Parce qu'il y a eu un gros retentissement aussi en France quand j'ai sorti le livre en 2014, et je me suis aperçue très récemment que, en fait, c'était vraisemblablement à cause de la dimension un peu exotique des femmes amérindiennes qui disparaissent. Et je recevais parfois des courriers du genre « mais est-ce qu'il n'y a pas du trafic d'organes ?» Ça déclenche un imaginaire européen porté sur l'Amérique coloniale qui n'était pas mon objectif. Et en plus, je me rends compte aujourd'hui à quel point, et c'est grâce à Christelle Tarot, la grande chercheuse féministe qui a écrit la préface de la nouvelle édition, que j'ai réalisé qu'en fait, le féminicide autochtone, c'est un exemple parmi d'autres de la guerre mondiale qui est faite aux femmes depuis toujours. Et donc, l'idée, c'est de le lire en ayant en tête que oui, c'est singulier parce qu'on est à l'intersection de plein de discriminations et de répressions, parce qu'elles sont et femmes et autochtones dans un pays colonial, mais que c'est au fond représentatif de plein d'autres phénomènes. Justement, tu disais, ça a été compliqué, on te prédisait que ça allait être super dur. De quoi? De vendre? Enfin, en tout cas, tout. Mais est-ce que pour rentrer en contact avec aussi les gens, c'était... Comment tu t'es non, mais j'ai porté, entendu des choses incroyables. Ouais. Je travaillais dans une ONG environnement qui était super, avec des gens très engagés, qui m'ont dit « Non, mais tu sais, les autochtones ne parlent pas. » Or, c'est un peuple de la parole. Enfin, ce sont des peuples de la parole. Ils ne parlent pas, ils ne te parleront pas. Tu es blanche, ils ne te parleront pas. Ça va être très compliqué. Bon courage, c'est violent. Et après, tu ne vendras rien. Enfin, vendre étant pas non plus la première intention, mais au moins faire connaître. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu des contacts immédiatement. Et par quel biais? Comme ça, comme on fait quand on est journaliste, on passe un premier coup de fil, quelqu'un te dit d'aller voir quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, vraiment très simple, rien de fou. Et voilà, donc ça a été beaucoup plus facile que prévu. Et en plus, il y avait un petit truc marrant, c'est que les gens me disaient « Oui, mais c'est parce que tu n'es pas québécoise, donc tu n'es pas porteuse de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord, et du coup, ils veulent bien te parler. » Or, je me suis aperçue très tard, au moment de la promo, que Laurie Odjick, la maman de Maisie, qui est une des deux jeunes filles dont je raconte l'histoire, n'avait pas compris que je n'étais pas québécoise parce qu'on ne parlait qu'en anglais. Donc elle n'avait pas entendu mon accent, je sais pas, québécois ou français, on parlait qu'en anglais. Et un jour, elle m'a dit « Ah, mais t'es pas québécoise ?» Donc je me suis dit « Ok, donc cet argument de c'est parce que t'es pas québécoise que les gens te parlent ne fonctionne pas. » En fait, c'était juste qu'à l'époque,
on parle souvent de deux solitudes au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, les deux solitudes, c'est la solitude francophone et la solitude anglophone. Et les autochtones disent non, il y en a trois. Il y a nous aussi, notre solitude à nous. Et cette solitude autochtone faisait que les gens, même les journalistes les plus ouverts, les plus intelligents, n'osaient pas questionner en fait les enjeux autochtones au Québec. C'était comme un angle mort, un aveuglement. Et il y a des journalistes qui sont venus voir, qui étaient des vieux de la vieille, des gars de 50 ans qui avaient tout vu, tout vécu, qui m'ont dit j'ai pas dormi, j'ai lu ton livre, j'ai pas dormi, j'ai pris une baffe. Donc voilà, ça a eu un effet, c'est rare dans la vie d'un journaliste. Et en plus, je ne m'y attendais pas. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Et cette frontière un peu invisible entre le monde blanc et le monde autochtone et les réserves, tu dis c'est facile, c'est un coup de fil, Ben ouais, mais c'est un coup de fil. Malgré tout, dans l'inconscient peut-être des blancs et de tes consoeurs confrères, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas franchir. Toi, tu l'as fait, mais c'est quoi? Est-ce que tu avais une porte d'entrée dans cette réserve-là en particulier? Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé, ce qu'il faut faire à mon avis dans ces cas-là, c'est que j'ai appelé plutôt des militantes, des femmes qui s'expriment, qui ont l'habitude des journalistes, qui savent très bien ce qui se passe. Et j'ai dit, moi je voudrais faire un livre là-dessus et raconter des histoires de famille, des gens, avoir une histoire qui soit le fil rouge. Et je me souviens très bien, c'est une femme que j'ai, Michèle Odette, que j'interviewe à plusieurs reprises dans le livre, qui est aujourd'hui sénatrice, mais qui a été présidente de toutes sortes d'ONG autochtones, et qui m'a dit tu devrais parler à Laurie. Voilà. Enfin, vraiment, j'ai essayé d'autres familles, et finalement, Laurie Odjick, c'était bien de lui parler à elle. Enfin, cette famille était intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une famille de la classe moyenne autochtone. C'est une famille, elle était animatrice de la radio de la réserve à ce moment-là. Aujourd'hui, elle travaille pour le gouvernement fédéral. Et les Blancs ont une image hyper misérabiliste des communautés, à juste titre en partie, parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres, les autochtones, que les Blancs, mais il y a une classe moyenne. Voilà, c'est pas du tout... c'est pas un bloc homogène, ni socialement, ni politiquement, voilà. Et donc, elle avait déjà communiqué avec les médias. C'était une histoire qui avait un peu fait parler d'elle. Et j'ai trouvé ça très agréable de ne pas me sentir comme une entomologiste qui regarde un truc de haut, et d'être face à quelqu'un qui était à l'aise avec l'idée qu'on enquête sur sa fille. On a eu une relation équitable, je dirais, parce que le journalisme, ça génère des relations qui ne sont pas équitables. Vous êtes là, vous avez le pouvoir de raconter une histoire, et vous êtes face à des gens. Il y a un livre, d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, d'une journaliste américaine qui décrit cette anthropophagie du journalisme. C'est pas le mot, mais ouais, c'est qu'on a beaucoup de pouvoir en vrai. La relation est rarement équitable, sauf avec les puissants. Et là, j'avais une relation équitable. Elle avait à peu près mon âge. Moi, j'avais 3 enfants, elle en avait 4. Je sais pas comment dire. C'était hyper fluide et c'était super, quoi. Ça, voilà. Ces relations aussi avec les gens que tu as rencontrés, tu la mets en texte, et c'est assez chouette. Peut-être, je sais pas si tu aurais envie de lire ça, ou de nous parler de ce passage-là où tu rencontres Pam et qui te dit en fait, faudrait que tu appelles un tel Brian. C'est son fils, qui est son fils. Et, tu veux que je lise ça? Peut-être, ou au moins que tu nous en parles un peu de ce moment-là. Non, mais ça va être très court. Là, c'est plus court, et surtout, c'est du discours. Non, mais ça donne on une n'a pas idée. les sous-titres, mais c'est du discours direct, c'est vraiment du dialogue. Non, mais tu veux dire là, ou je commence là quand même? Peut-être là, ouais. Donc en fait, je suis dans la réserve autochtone en plein hiver au Québec. Vous avez une petite idée de ce que ça donne? C'est pas le même temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je vais voir une des grand-mères encore vivantes d'une des 2 jeunes filles disparues. Et je parle de son fils Brian, qui est donc le père d'une des 2 jeunes filles disparues. J'ai expliqué à Pam que je n'avais pas osé approcher Brian. Je l'avais vu lors de la veillée commémorative dans Maniwaki. Maniwaki étant la petite ville blanche à côté de la réserve. Chandail gris clair, pantalon beige, chaussures de sport blanches, canette de bière à la main, le crâne rasé, le visage ravagé de ceux qui ont une vie qui n'est pas une vie.
Il s'était à grand-peine approché du micro, je ne sais plus ce qu'il avait dit, il avait parlé moins d'1 minute, avait interrompu sa phrase dans un gros sanglot et avait fendu la foule pour s'éloigner. Je l'appelle, a dit Pam après un moment de réflexion. Il doit être chez lui, il pleut. Elle s'est d'abord trompée de numéro. Puis, allô Brian, c'est ta mère. Ok, bon, petit rire. Il y a une femme ici, elle voudrait te parler. Elle veut écrire un livre, elle insiste sur un livre, à propos de la disparition de Shannon. Et je pense que c'est la meilleure façon de tirer au clair l'histoire de Shannon. Et moi, en parenthèse, je mets au nom, hélas, parce que je n'ai rien tiré au clair. Je ne connais pas l'histoire, tu es celui qui peut la raconter. À ce moment-là, alors que Brian répondait à sa mère à l'autre bout du fil, des sons de violon stridents sont sortis de la radio. Oui, elle veut raconter ça dans un livre. Donc ça, c'est Pam qui parle. D'un coup, elle a raccroché. Il dit qu'il veut bien vous parler, mais qu'il est fatigué de raconter son histoire. Il est très en colère, comme toujours. Moi, je trouve ça très, très vivant, en fait, la manière dont tu présentes toute cette galerie de personnages. Ils sont assez nombreux. Parfois, c'est un tout petit peu fouillis. On se dit, c'est quelle famille déjà, hein. Bon, on raccroche les wagons. Ce Brian, moi, je l'ai senti meurtri dans la lecture. Et tu parlais tout à l'heure d'un œil un peu misérabiliste. Il y a des passages dans le texte où on montre tu montres une précarité immense. Oui. Et je me demandais comment on fait en tant qu'autrice. Est-ce que là, d'ailleurs, dans ce livre, est-ce que tu te considères journaliste, autrice, voilà. Et comment on fait en tant que, en tout cas, personne qui transmet cette réalité-là pour éviter le piège de tomber dans un misérabilisme un peu gratuit. Est-ce que je le fais ? Je crois pas. Non. Mais par contre, non, mais par contre, c'est quand même une vraie réussite de se dire, ok, on voit toute cette misère sociale, voilà, cette précarité, et voilà, comment est-ce que tu as eu ce souci de justement de ce que je voudrais dire, pardon, en préalable, c'est peut-être parce que c'est comme ça que j'ai procédé. Savoir de quoi on parle au fond. C'est quoi ce féminicide autochtone ? Parce que il est polymorphe, c'est-à-dire que elles sont. Je dis ça vite fait, comme ça me permet. Je suis plus à l'aise une fois que c'est plus clair. C'est que elles sont. Quand je vous dis qu'elles sont surreprésentées parmi les femmes assassinées au Canada, le dernier chiffre que j'ai, c'est que 30% des 240 femmes assassinées au Canada en 2024 sont autochtones. Or, elles ne représentent que 5% des femmes au Canada. Voilà. Et donc, selon les chiffres, selon les instituts, selon les chercheurs, etc., on dit qu'elles sont 12 fois plus à risque, en gros de 7 à 12 fois plus à risque d'être assassinées que les autres femmes au Canada. Et quand on compare aux femmes blanches, 16 fois plus à risque d'être assassinées. Voilà, je vous fais juste ce portrait. Et la deuxième chose que je dis, après je réponds à ta question, que j'ai pas oublié en plus, c'est qu'elles sont victimes de toutes les formes de violence. La violence conjugale, bien sûr, la violence familiale, oui, la violence communautaire quand elles vivent en communauté, parce que la moitié des femmes vivent en ville, après elles peuvent vivre aussi un peu en communauté en ville, mais aussi la violence extra-familiale. Et ce qui se passe avec les femmes autochtones, c'est qu'elles sont plus que les autres victimes de violences non familiales, c'est-à-dire de violences extérieures. Comme elles sont assez nombreuses à être dans la misère, c'est la violence du proxénète, la violence de la rue, et c'est aussi la violence du serial killer. Et je vous parlerai tout à l'heure peut-être d'un fait divers récent qui raconte comment elles sont considérées, puisque les serial killers ont l'impression que s'ils tuent des femmes autochtones, ils ne seront pas poursuivis. Ce qui n'est plus vrai, mais ce qui a pu l'être. Voilà, parce qu'il y avait un bien moindre investissement policier. Donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire, l'enjeu du féminicide autochtone. Et on a ça en tête, donc tu vas voir que je vais répondre à ta question. On a ça en tête, moi j'arrive, j'ai ça en tête, j'ai ce qu'on appelle le big picture, le sujet au sens large, là, avec les chiffres. Je dis ça alors qu'au début je ne comprends rien, parce qu'il y a très peu de textes universitaires à ce moment-là. Et donc je découvre au fur et à mesure, je me souviens de moments où tout d'un coup je mesure l'ampleur et où j'ai l'impression de m'enfoncer. D'ailleurs je crois que j'en parle un peu dans le livre, ce sentiment d'effondrement presque
sensitif, quoi. Parce que c'est toi qui découvres le truc, il n'y a personne qui te l'a dit avant, quoi. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'elles sont... parce qu'il y a eu la colonisation, et je me corrige immédiatement, parce qu'il y a la colonisation, elles sont victimes de l'image hypersexualisée de la femme en milieu colonial. Et Christelle Tarot, la préfacière, elle a écrit sur la prostitution au Maghreb colonial, ça a été son premier travail. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas que les femmes autochtones. L'hypersexualisation des femmes colonisées, c'est quelque chose de complètement universel. Et donc on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'elles sont hypersexualisées, enfin, c'est-à-dire elles sont présentées, vécues comme des objets sexuels, et on peut les tuer, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est ça le fondement de tout. Et comment raconter ça sans sombrer dans le misérabilisme, d'autant qu'effectivement les autochtones sont aussi les plus pauvres, les plus discriminés. C'est en bas de l'échelle. Et avec des problèmes avec de dope, énormément de problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, etc. En fait, à partir du moment où tu les rencontres, ce sont des êtres hyper intéressants, quelle que soit leur vie. Donc la rencontre répare tout de suite, empêche immédiatement le regard misérabiliste. À partir du moment, vous le savez, quand on rencontre quelqu'un dont on sait qu'il est dans la misère, mais qui commence à parler, à partir du moment où il y a le dialogue, il n'y a plus ce regard misérabiliste. Il y a la compréhension, il y a on essaye de bâtir l'architecture de sa vie, de comprendre comment il en arrive là, comment le système fait qu'il en arrive là. Et d'ailleurs, tout à l'heure je vous disais, par rapport à 2014, j'ai désexotisé le féminicide autochtone. Il y a autre chose que j'ai opéré dans ma tête en écrivant la postface, c'est que j'avais pas, à mon avis, suffisamment compris et raconté la violence institutionnelle. C'est-à-dire la violence des services sociaux, la violence de la police, j'en parle, mais c'est comme si je n'avais pas complètement intégré le fait que c'est l'État, quoi, c'est la police qui permet ça aussi. Et ça, je pourrais détailler, mais voilà. Oui, détailler, alors, effectivement. Non, si, parce qu'effectivement, c'est... la violence institutionnelle. Je peux vous donner quelques exemples, pardon, j'ai quand même des petites notes, parce que il y a tellement de trucs à dire. Peut-être, simplement, moi, ce que j'ai remarqué, peut-être quelque chose qui est assez évident sur le cas de Shannon et Maisie, mais qui est certainement très, très propre à tous les cas de féminicide autochtone, c'est que c'est lent. Les enquêtes. Et surtout sur des histoires de disparition, ça peut pas être lent. Et cette différence-là, il y a quand même un exemple que tu donnes, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais une histoire où il y a un lionceau qui s'évade. Là, il y a dans la réserve. Dans la réserve, il y a des moyens financiers, surtout des moyens techniques, d'équipements, de tout ça qui sont immédiatement débloqués en même temps. Enfin, en tout cas, tu les mets en parallèle. Oui, c'est quelques mois après. Avec Maisie et Shannon qui disparaissent, et là, ça patine, et là, il y a cette double enquête aussi. Ah non, mais c'est l'enquête policière. Mais quand je parlais de la violence institutionnelle, je parlais de la violence qui précède la mort. C'est-à-dire celle qui fait que les femmes, et notamment, c'est le fait que... ça a beaucoup évolué, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette postface, c'est qu'il y a une grosse prise de conscience au Canada, y compris du gouvernemental. Ça ne veut pas dire que ça s'arrange, parce que le féminicide est toujours aussi dingue. Mais par contre, mais ça je pourrais en parler, de pourquoi, à mon avis, ça ne s'arrange pas en termes de meurtre. Mais par contre, il y a une grosse prise de conscience depuis 10 ans. Mais oui, il y a un lionceau, il y a quelqu'un qui avait, dans la réserve, il y avait les réserves, celle-là, elle est immense. Ça ne veut pas dire qu'ils ont... Je suis pas en train de dire qu'ils ont récupéré leur territoire ancestral, pas du tout. Mais c'est une très grande réserve, et donc les gens vivent de manière très dispersée, avec des terrains, un important terrain, il y a des forêts partout. Et il y a quelqu'un qui avait de manière illégale un lionceau chez lui, un petit lion. Je ne sais pas d'où il venait d'ailleurs, je n'ai pas enquêté sur le lionceau. Et ça a été, effectivement, il y a eu, pardon du mot, mais une orgie policière, quoi. C'est-à-dire que vraiment, un déchaînement de moyens
pour retrouver le lionceau qui s'était échappé de la maison de son propriétaire. Et effectivement, quelques mois avant, Mézières Shannon disparaissent, et là c'est un désastre absolu en termes policiers. Vraiment, notamment parce que les filles autochtones sont réputées être des fugueuses, ce qui est vrai, ce sont des fugueuses un peu plus que, je sais pas, la moyenne, mettons. Aux États-Unis, il y a le même enjeu. Et je suis sûre qu'ici, si on avait des statistiques, je sais pas, ethniques, on découvrirait des choses intéressantes. Et bref, c'est des fugueuses, et donc, quand elles disparaissent, la police est très tentée de dire, mais c'est bon, elles vont revenir. Ou, pire, est très fréquent et raconté énormément par les familles, elle est allée faire une passe, elle est allée boire 3 jours, elle va revenir. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc très récurrent de la part de la police quand les familles signalent une disparition. Et oui, la police a hyper mal enquêté, y compris la police autochtone. Qui a été nulle. Là, il y avait 4 services de police qui étaient concernés par cette disparition. La police de la réserve, la police nationale québécoise qui s'appelle la Sûreté du Québec, la police provinciale de l'Ontario et la Gendarmerie royale du Canada, qui est encore un autre corps de police. Eh bien, elles se sont jamais parlé. Enfin, c'est honteux, quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, pour vous dire quand même comment ça évolue, ça c'est un exemple de bonne évolution. C'est qu'aujourd'hui, il y a des formations à la condition autochtone. Tous les policiers sont obligés d'être formés à ça, et surtout à leurs propres préjugés, au fait que, inconsciemment ou consciemment, ils vont beaucoup moins s'intéresser à une victime autochtone, ils vont beaucoup moins enquêter. Tout ça est en train d'être mis à plat, reconnu, analysé, décortiqué, etc. Je rajoute une chose, c'est que la police non seulement sous-enquêtait, je vais parler au passé par prudence, mais en plus est accusée de violence sur les femmes autochtones. Et quand je dis de violence, de viol. Il y a un exemple au Québec, l'histoire de Val d'Or, où 3 femmes autochtones, 3, ont dénoncé les violences policières contre elles, qui étaient des femmes, on appelle ça en itinérance au Québec, c'est-à-dire sans-abri, voilà, qui sont très désinsérées, et qui sont des cibles pour des policiers qui n'ont aucune conscience. Et donc, ils ont accusé les policiers de violences sexuelles, etc. Et autre exemple, en Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada, malgré ce nom magnifique, a été accusée de viol par les femmes autochtones. Et sachant que, notamment la GRC, c'était des agents de la colonisation au XVIIIe, XIXe siècle. Hein. Donc là, c'est pas très compliqué en fait de tracer le continuum entre le fait colonial et les multi-agressions subies par les femmes autochtones et le féminicide. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. Si c'était sur la violence institutionnelle, mais après il y a les services sociaux qui sont les services de santé qui sont pas du tout qui n'étaient pas du tout. Maintenant, il y a une loi qui s'appelle la loi de sécurisation culturelle qui demande aux services hospitaliers, ça c'est au Québec, de mieux accueillir les femmes autochtones. Voilà, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui ne s'entend pas en France, où on est très universaliste, qui est qu'il faut un accueil différencié pour ces femmes. On ne peut pas accueillir ces femmes, je parle des femmes qui vivent en communauté, qui ne sont pas urbanisées, qui baignent dans leur culture. Elles ont besoin d'un accueil qui soit distinct, qui ne soit pas le même, parce qu'elles ont toute une trajectoire. Il faut en fait une connaissance de ce qu'est une vie autochtone, de ce qu'est une expérience sociale autochtone. Une expérience de vie autochtone, c'est quoi? C'est avoir eu des parents au pensionnat, c'est en fait le fondement de la souffrance autochtone, c'est que 150 000 enfants ont été enlevés et mis dans des pensionnats pendant 130 années, où on les a séparés de leurs parents, on leur a enlevé leur langue, on les a battus, on les a violés, etc. Et donc c'est ça le fondement de la déchirure autochtone encore aujourd'hui. Et donc, recevoir une femme à l'hôpital qui a toute cette histoire coloniale dans son sac, dans ses bagages, qui subit ce qu'on appelle la souffrance intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle a en elle la souffrance de ses parents, de ses grands-parents, etc. Eh bien, c'est pas du tout comme accueillir des gens comme moi, ou comme
c'est pas du tout pareil. Et en plus, elles ont besoin souvent parce que par miracle, la culture a été en partie conservée, elles ont besoin de faire brûler de la sauge, par exemple, voilà, des protocoles. Et aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi de sécurisation culturelle au Québec, suite à la mort d'une femme à l'hôpital, qui est morte à cause du racisme, hein, qui est morte de négligence des soignants. Non mais voilà, Joyce Echaquan. Et en 2020, hein, donc il y a très peu de temps. Et maintenant, il y a une loi qui oblige, qui oblige, je sais pas, oui, c'est une loi, les établissements d'accueil hospitaliers de réviser complètement leur politique d'accueil des femmes autochtones. Et c'est particulièrement crucial dans les villes blanches qui sont un peu éloignées des grands centres urbains et où il y a des communautés autour et où viennent les femmes. Pourquoi ? Parce qu'en plus, elles sont en mauvaise santé. Et il y en a plein qui sont en mauvaise santé, donc elles ont beaucoup recours au service de santé. Or, le service de santé les accueille, à mon avis, encore super mal. Je pourrais aussi vous parler des stérilisations forcées, mais peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Ouais, donc continue un peu d'ici. Ouais. Mais cette loi de sécurisation culturelle, donc 2020. Enfin, la mort de Joyce Echaquan, c'est 2020, donc je pense que c'est un an après. Ouais. En tout cas, ça intervient entre les deux éditions. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont intervenues. Et bon, ça permet d'aller justement dans cette deuxième édition, dans cette postface. Et juste, il y a une transition que tu fais tout au début de cette deuxième édition de cette postface. Tu as une certitude, c'est que Maisie et Shannon ne sont pas parties loin. Elles sont restées aux abords. Comment tu as cette certitude ? Pourquoi elle te vient d'où d'abord ? Et puis aussi, mais voilà, qu'est-ce que ça fait de dire, la police n'a pas enquêté, hein. Moi, Emmanuel Walter, je pense que, et je l'écris dans un livre, comment tu te situes par rapport à ça ? Bon, mais d'abord au moins la première... Qu'est-ce qui te fait dire que... Alors oui, pourquoi je pense que Maisie et Shannon, leurs corps sont dans la réserve ? Parce que en fait, non mais c'est pas juste un... Je me détruis. But de l'esprit. C'est parce que en fait j'ai quand même eu connaissance, alors pas grâce à la police, parce que contrairement à quand on est journaliste en France, on arrive quand même à parler à la police, où il y a un avocat qui vous donne un PV, enfin je devrais pas vous dire ça, mais voilà, on arrive à avoir des infos. Au Québec et au Canada, c'est très dur. Et donc la police ne m'a parlé que cette année, enfin que l'année dernière du coup, parce que j'avais eu leur ministre au téléphone, et que là du coup ça les a un peu détendus. Mais quand même, j'ai retrouvé, je pense que j'avais envoyé 10 mails à peu près pour parler à la police québécoise à l'époque. Vraiment, je m'étais bien accrochée, mais non, ça n'a pas marché. Mais j'avais eu connaissance de l'enquête par d'autres biais, notamment la famille, qui m'avait donné des éléments de l'enquête policière. Donc je savais, en gros, j'avais un niveau d'information suffisant et surtout j'avais conscience surtout de ce qu'on ignorait totalement, c'est-à-dire que tous les témoignages disant on les a vus à Ottawa, on les a vus à New York, on les a vus à Seattle, on les a vus étaient totalement bidons, enfin rien qui... Et donc, comme très souvent quand même si les femmes autochtones sont surexposées à la violence extérieure, mais là elles vivaient dans ces deux villes-là, comme très souvent la violence faite aux femmes, elle est locale, quoi. Elle est familiale d'abord, et puis elle est... Donc voilà, pour toutes sortes de raisons, je ne vois... Et aussi parce qu'elles ont passé une soirée avec des gars louches de la réserve, etc., qu'elles consommaient du cannabis, voire d'autres choses, peut-être même autre chose, d'autres drogues. Il y a toutes sortes de raisons qui me font penser qu'elles sont là, en fait. Et c'est intéressant parce que j'ai parlé avec la tante d'une des deux jeunes filles pour la postface, donc 10 ans après, et elle m'a raconté que, vous savez, dans le milieu autochtone, le rêve, c'est super important. D'ailleurs, c'est partout dans toutes les Premières Nations du monde, enfin tous les peuples comme ça autochtones. Et il y a plusieurs femmes dans la réserve qui ont rêvé de où était le corps de Maisie et Shannon. Et elles sont là. Voilà. Ok. Donc tu as suivi ces rêves. Non, mais je le dis, je trouve ça intéressant. Quoi. Ouais.
Tu disais, dans ce temps long, entre 2014, date de la publication de la première édition, et 2025, 6, quoi, enfin, tu commences à travailler en 2025 sur la deuxième. Ouais. Il y a eu du mieux, tu nous en as Oui. un peu parlé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en mieux? Et puis, Oui. tu nous as dit, il y a aussi pas que du mieux. Non. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je peux vous faire une petite liste de ce qui s'est amélioré. D'abord, il y a eu une enquête nationale qui a duré 2 ans sur le féminicide autochtone. Terme qui n'est pas utilisé. Mais c'est ça, c'est bon, très... Ouais. Ça, je pourrais en parler un peu. On dit femmes et filles autochtones assassinées ou disparues. Enfin, c'est vraiment, on dit tout. On dit, l'acronyme, c'est MMIWG, Missing and Murder Indigenous Women and Girls. Voilà, donc c'est pour désigner le phénomène. Et donc, il y a eu une enquête de 2 ans qui a été très orageuse, très compliquée, très bordélique, parce que c'était tellement... En fait, quand on tire le fil du féminicide, on tire tout le fil de la colonisation. Et donc, c'est très difficile pour les enquêtrices, les commissaires, ce qu'on appelle les commissaires. Je ne sais pas si vous êtes familier de la justice réparatrice, la justice transitionnelle. C'est tout... Vous savez, ce sont ces commissions qui sont constituées, par exemple, au Rwanda, en Afrique du Sud. Mais il y en a une aussi en ce moment sur Betaram, par exemple. Une commission de ce type-là, de justice réparatrice. Où il y a des commissaires qui enquêtent. Et qui peuvent enquêter très longtemps. Par exemple, la commission sur les pensionnats, qui s'appelle la commission Vérité et Réconciliation, elle a duré 7 ans au Canada. Et pendant 7 ans, il y a 3 commissaires, dont deux autochtones, qui ont parcouru le pays entier, qui ont enregistré des milliers de témoignages. Et l'idée, c'est de faire mémoire, de modifier les manuels d'histoire, et voilà, et de se mettre en face de sa réalité. Et là, la commission sur les filles et femmes, on l'appelle l'ENFADA, Femmes et filles autochtones assassinées ou disparues, elle a duré 2 ans, elle a été sous-financée. C'était sous Trudeau, qui, a posteriori, qu'on trouvait nul à l'époque, mais qui, a posteriori, on pense qu'il a été le meilleur, peut-être, Premier ministre du Canada jusqu'alors, parce qu'il s'intéressait quand même aux questions autochtones. Ouais. Donc elle a été sous-financée, elle a été bordélique, elle a été très dure, parce que psychologiquement, en fait, tous les autochtones sont affectés, c'est-à-dire y compris ceux qui enquêtent, y compris ceux qui ont des postes, qui sont députés, ministres, parce que maintenant, il y a des ministres autochtones, il y a des présidents, il y a des premiers ministres de province qui sont autochtones, mais ils sont tous affectés. Ils ont tous un bagage très dur. Et donc, ça a été très compliqué. Bon, mais quand même, elle a eu lieu avec plein de recommandations, et dont certaines commencent à se mettre en place. Il y a eu la loi de sécurisation culturelle dans les hôpitaux, ça je vous l'ai dit. Il y a une loi, et ça c'est méga important, fédérale, qui permet aux communautés autochtones de récupérer la protection de l'enfance. Et ça, symboliquement, c'est extraordinaire, parce que c'est par les pensionnats que les sociétés autochtones se sont effondrées, que les peuples autochtones se sont effondrés. Et là, on dit, ok, on va arrêter de vous prendre vos enfants en masse, sachant qu'on continue de le faire. On retire énormément d'enfants aux familles autochtones, parce que les critères de pauvreté ou de place dans la maison ne sont pas atteints. Et donc, on considère trop hâtivement qu'il faut retirer l'enfant. En fait, c'est catastrophique. Enfin, parfois, ça se justifie, mais la manière dont on le fait est catastrophique. Et donc là, on a dit aux communautés, parce que c'est, en fait, ça, c'est un pilier du féminicide, parce que les femmes qui perdent leurs enfants, souvent, une femme perd ses enfants, parce que, je sais pas, son mari là-bas, le continuum, c'est une femme se fait battre par son mec, le mari est violent, elle quitte le domicile. Comme elle quitte le domicile, elle a plus la garde des enfants. Comme il n'y a pas de foyer d'accueil dans la communauté ou à proximité, ou en tout cas rien où elle se sente d'aller, elle se retrouve en ville. Et là, elle est récupérée par le trafic, parce qu'il y a un énorme trafic de prostitutionnels au Canada avec les femmes autochtones. Et elle se drogue et elle meurt. Enfin, voilà, là, je vous fais un parcours un peu, avec disons, une étape qui peut être un peu typique, quoi, hélas. Voilà. Et avec une étape qui peut même être aussi la stérilisation forcée dont tu parlais, qui peut être un chaînon de ce continuum. Mais du coup, je ne sais plus du tout ce que je disais.
Aidez-moi. Ah oui, la loi pour la protection de l'enfance, voilà, donc les communautés peuvent maintenant placer les enfants à la manière, d'une manière plus traditionnelle. Voilà. Et puis il y a la loi sur les stérilisations forcées, comme c'est la 4e fois qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Ben, je crois. En fait, ça a été un choc. J'avais une amie Radio-Canada qui enquêtait dessus, donc je le savais, mais je veux dire, de me confronter vraiment, ça a été un choc énorme dans la rédaction du nouveau chapitre. C'est qu'en fait, en 2017, on s'aperçoit que les femmes autochtones sont stérilisées contre leur gré. En ce moment. C'est-à-dire qu'au moment où là, je vous parle maintenant tout de suite, là, c'est peut-être une femme autochtone est en train de se faire stériliser contre son gré. Et en fait, c'est quelque chose de très répandu. Je suis sûre qu'ici, ça s'est fait. Voilà. Sur les femmes vulnérables en général, racisées en particulier. Et donc, en fait, ça a été une révélation parce que justement, il y a une députée manitobaine métisse, autochtone métisse, qui commence à entendre parler de trucs qu'on lui raconte dans les hôpitaux. Et donc, on est en 2016 et elle commence à ramasser un maximum d'informations. Je me demande si elle n'est pas médecin, bref. Et tout d'un coup, c'est sorti, quoi. Et il y a 3 femmes qui parlent et un océan de témoignages a surgi. De femmes qui n'avaient pas compris qu'on les stérilisait. Soit parce que, dans le pire des cas, on l'a fait, genre, elles viennent d'accoucher, elles sont dans la brume post-accouchement, ou même elles ont été, elles ont eu une césarienne, donc elles sont comment dire, anesthésiées. Bon bref, dans ce truc très particulier de quand on vient d'accoucher, on les stérilise, on leur dit on a fait un petit truc, on n'est pas clair du tout. Soit on leur dit, une femme dit j'ai vraiment des problèmes, j'ai des règles hyper hémorragiques ou je sais pas, de X problèmes médicaux, on dit on va régler ça, tu vas voir, on va t'enlever des trucs, ça ira mieux. Ou elle a déjà 5 enfants, on lui dit, parce que les femmes autochtones ont beaucoup d'enfants, on lui dit ton utérus va faire une pause. Et très souvent, elle croit que c'est ponctuel, que c'est provisoire. Voilà, toutes sortes d'exemples où on leur dit, t'as beaucoup trop d'enfants, ça suffit, c'est vraiment n'importe quoi, on va te stériliser, et l'autorité de l'obstétricien crée la contrainte. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un geste génocidaire, en fait. Quand vous regardez la convention du génocide de l'ONU, c'est dedans. Et eux, ils ont l'impression de faire un geste social. Parce que c'est des obstétriciens blancs qui savent ce que c'est la civilisation, ils savent ce que c'est pas bien d'avoir trop d'enfants parce qu'on ne peut pas s'en occuper, le planning familial, là. Et donc, ils ont l'impression de faire un geste qui les aide à ne pas avoir trop d'enfants. Alors qu'en fait, c'est un geste ultra colonial, ultra violent, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point. Et donc ça a été des révélations successives au point que là, il y a une loi qui est en train d'être votée, je pense qu'elle l'a été, je sais pas où ça en est, pour que ça soit pénalement répréhensible de manière explicite, quoi. Voilà, donc ça fait partie du portrait. Et ce que je trouve absolument magnifique, et il faut le dire parce que là je suis que dans le noir, c'est que ces 12 dernières années, il y a eu un vrai empowerment des femmes canadiennes autochtones, et notamment le truc qui m'a complètement bouleversée, c'est qu'il y a un hôpital au Québec où il y a eu beaucoup de stérilisations contraintes et forcées, et il y a 30, il paraît qu'il y en a plus maintenant, au moins 30 femmes, Atikamekw, donc c'est la communauté qui est à proximité, qui font les mots me manquent, un procès de groupe, classe action, je sais pas. Une action de groupe contre l'hôpital. Ça a été accepté par la justice de manière officielle, et donc il va y avoir un procès absolument retentissant, et il y aura 30 femmes Atikamekw, et c'est énorme, qui vont dire vous m'avez stérilisée, je ne voulais pas. Voilà. Contre un hôpital qui depuis essaye justement de mettre en place la loi de sécurisation culturelle. Donc quand je vous parle de il faut les accueillir de manière distincte, c'est parce qu'on les traite de manière distincte. Ça, cet empowerment, c'est finalement ces mouvements. Bon, il y a les mouvements légaux et puis il y a des mouvements de fond dans la population. Qu'est-ce qui a fait naître ça? Est-ce que tu sais dire d'où ça vient, d'où cette force arrive? Elle a toujours été là. Ok. Là, on l'entend plus?
plus. On la médiatise plus, tu parlais. Toujours été là, c'est juste qu'on lui donne plus de voix. On tend les micros. Il y a une ascension sociale. Les femmes deviennent chercheuses. Il y en a qui font des études aux États-Unis dans des super universités. Après, elles reviennent. Elles mettent à profit leurs compétences. C'est plutôt qu'il y a plus d'écho et donc il y a plus d'effets. Mais quand on lit, par exemple, il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez, qui est merveilleux, qui s'appelle Métis, chez Paysage, et c'est de Marie, j'ai oublié son nom de famille. C'est une femme métisse qui est née dans les années 40. Ouais, début des années 40, je pense. Peut-être avant, peut-être années 30. Et qui est une extraordinaire militante, mais elle l'est depuis toujours. Elle a très vite, elle a d'abord été mère de famille nombreuse, enfants enlevés, prostituées, droguées et tout, et puis c'est devenu une militante. Non mais la puissance des femmes autochtones aussi, ça nous dépasse, ça nous échappe. Et donc elle, le récit de sa vie montre que l'empowerment, en gros, il a toujours été là, mais encore faut-il qu'on l'entende. Et qu'on l'écoute et qu'on fasse des choses avec. Je suis assez tenté de me dire que là, il y a un peu du positif et que j'ai presque envie de m'arrêter là, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit jusqu'à présent? On peut aussi, il y a d'autres choses à dire sur le bouquin, mais j'aime bien garder une petite pause de « Ok, ça va un peu mieux ». Il y aura peut-être d'autres choses à dire. Nathalie, tu voulais dire? Ouais, moi je voulais rebondir, mais en fait, je suis désolée, du coup, je vais revenir sur le C'est comme ça. Parce que, en fait, la question posée par Pierre, c'était s'il y a des choses qui vont mieux, puis il y a des choses qui vont moins bien. Ah oui. Et là, on a je pense peut-être concernant Oui, non, mais ce que je peux dire, effectivement, il faut que je finisse cette boucle. Ça peut. C'est que il y a effectivement des choses qui vont mieux. Et quand j'ai présenté le livre à Montréal il y a 3 semaines, il y a un mois, je ne sais plus, la journaliste, il y a une journaliste qui est vraiment à Montréal qui est excellente sur ces sujets. Et il y avait une militante autochtone exceptionnelle que j'avais jamais rencontrée qui m'a renversée. Et Marie-Laure dit à la militante Lauriane, elle lui dit « On peut dire que quand même ça va mieux ?» Et elle dit « Oui », c'est-à-dire « Oui » parce qu'on est écouté. Et non seulement on est écouté, mais en plus, mais je vais répondre à votre question, mais en plus cette femme, par exemple Lauriane Petitcoué, que j'avais invitée à mon lancement, elle est en train, elle fait la révolution dans sa région. Elle dirige un centre d'amitié autochtone. Les centres d'amitié autochtone, c'est des endroits pilotes au Québec, qui sont assez bien financés, où on accueille les familles autochtones sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire l'idée, c'est que ce soit, ils appellent ça holistique, c'est-à-dire elles viennent pour violence, et puis on s'aperçoit qu'elles ont besoin d'aide pour autre chose. Enfin, voilà. C'est santé, sociale, judiciaire. C'est des endroits extraordinaires. Donc cette femme, Lauriane, qui dirige le centre d'amitié autochtone, qui a 40 ans, qui vient d'une famille de 9 enfants, son frère s'est suicidé, ses parents étaient alcooliques, ils ont été au pensionnat, elle était dans une réserve très isolée au Québec, et elle fait la révolution là-bas, c'est-à-dire que elle est tellement forte, et elle est tellement maligne aussi, très maligne, jamais elle se fâche, jamais elle crie, jamais... que le conseil municipal très blanc du coin, ils ont commencé à faire une sorte d'allégeance, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a des nouveaux élus, ils doivent venir visiter le centre d'amitié autochtone, ils sont obligés d'avoir une formation sur la condition autochtone, etc. Elle est en train comme ça de réautochtoniser, au fond, la culture. Et c'est une forme de décolonisation live. Et en plus, ce qui est hyper drôle, enfin, moi je trouve ça drôle, c'est la sorte de la revanche des berceaux. Souvent les Québécois parlent de la revanche des berceaux, c'est le fait de faire beaucoup d'enfants par rapport à la majorité anglophone, voilà, pour lutter contre l'engloutissement, parce que pendant des années, les francophones ont été sous le contrôle anglophone. Et donc la revanche des berceaux, c'était faire plein de gamins pour se maintenir, que la minorité francophone continue d'exister. Mais les autochtones, on peut dire ça, ils font quand même beaucoup d'enfants, et du coup là, il y a 30% d'autochtones dans la ville en question dont je parle, la TUC, et du coup, on est obligé d'en tenir compte. Et ça va être un des trucs intéressants des prochaines années, c'est que les communautés autochtones grossissent. Maintenant, le Premier ministre du Manitoba, il est autochtone. Parce que 100 000 des 700 000 habitants de Winnipeg sont autochtones. Donc ça, c'est vraiment une dynamique qui est hyper intéressante. Mais pour rejoindre ce que vous demandiez, qu'est-ce qui ne va toujours pas? Eh bien, moi, en fait, j'ai comme eu une équation quand j'ai commencé ce chapitre, ce nouveau chapitre. Je me suis dit, ok,
tout ça change, il y a même un ministère dédié au féminicide, enfin un secrétariat d'État dédié au féminicide, et le féminicide est toujours comme ça, quoi. Donc c'est comme une équation avec des inconnus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'argent, la loi sur la protection de l'enfance, un meilleur accueil dans les hôpitaux, des foyers qui se construisent, d'accueil de femmes autochtones qui se construisent. Et en fait, je pense que le fondement colonial de la société canadienne est toujours là. C'est-à-dire que les disparités économiques sont toujours très très fortes, il n'y a pas d'accès au logement. Il y a toujours des énormes problèmes de logement. Et le logement, pour les féminicides, c'est le lieu du féminicide. Enfin, vous savez, les logements surpeuplés, c'est le lieu de la violence familiale. Et donc c'est aussi le lieu où on sort, ce que je vous racontais tout à l'heure sur les femmes qui finissent par sortir de l'appartement et par se retrouver en ville, etc. Donc tant qu'il n'y aura pas un renversement des rapports de force économiques, le féminicide sera toujours là, quoi. Après, je ne suis pas totalement pessimiste, c'est-à-dire j'ai l'impression que... moi, je ne suis pas politique, contrairement à d'autres personnes dans cette pièce de ma famille, mais je sais pas, je n'ai pas une idée de ce serait quoi à quoi ressemblerait une révolution qui donnerait du pouvoir aux autochtones au point qu'il n'y aurait plus ce féminicide. Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est la solidité du socle colonial canadien qui empêche que ce féminicide régresse. Ouais, Hervé? Moi, je voulais relater quelque chose. Il y a une bonne vingtaine d'années, il y avait un festival documentaire à Manos, qui est très connu, avec beaucoup de films des peuples autochtones du monde entier. Et une fois, il est venu Richard Desjardins, oui, qui a chanté et qui a montré son film, mais à l'époque, c'était sur la déforestation. C'était l'aurore boréale. Ouais. Et après, il nous a raconté que c'est en tournant ce film, qu'il avait survolé les forêts, et qu'il avait compris. Il s'est rendu compte qu'il y avait des peuples autochtones. Ouais. Ah, qu'il avait compris qu'il y avait des peuples autochtones. Ah oui, d'accord. Ou qu'ils étaient mis en réserve, enfin, Oui. Simplement, il n'était pas plus au courant que mais oui, que mais d'autres de cette situation. Alors, nous, ça nous avait vachement étonnés. Et après, donc, il a fait un deuxième film, apparemment, sur les conditions des autochtones, en particulier sur l'histoire des enfants enlevés pour aller à l'école, les meurtres et tout ça. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu as peut-être à peu près le même écart entre les deux livres, enfin les deux émissions. Justement, ce qui m'étonne, c'est cette ignorance. Oui, cette ignorance mais ça, je peux totale de tous les milieux, quoi, même les gens. Oui, c'est fou, hein. En fait, j'ai compris un truc il n'y a pas longtemps. Je suis allée voir un film qui s'appelle Nuestra Tierra, qui est passé ici. Un film argentin, génial, sur une lutte en Argentine d'un collectif autochtone, d'un peuple autochtone, une communauté, pour des terres qu'on est en train de leur enlever. Et dans ce film, ce film montre donc des blancs qui sont horribles, voilà, et qui tuent. Il y a un conflit et il y a quelqu'un qui est tué, et donc on voit le procès du... Il se trouve que je suis allée voir avec une amie argentine, et que cette amie a une mère, et que cette mère a vu le film, et que cette mère a dit à mon amie, c'est la mode en ce moment, l'identité autochtone. Et pourquoi cette phrase est hyper intéressante ? Parce que en fait, ça m'a fait percuter sur un truc. C'est que cette génération-là de Richard Desjardins, qui lui est un super réalisateur qui a tout compris au bout d'un moment quand même, voyait les autochtones comme un peuple qui n'était plus un peuple autochtone en fait. C'était fini. C'était les pauvres. C'est les pauvres du coin, enfin les pauvres qui boivent, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Mais c'est plus un peuple autochtone. C'est juste des gens qui sont là et qui vont pas bien. Et en fait, les autochtones, et moi, il y a même des anthropologues qui m'ont dit, des vieux anthropologues, pardon, c'est un peu agiste ce que je dis, mais c'est vraiment générationnel, qui ont dit non, mais c'est fini la culture autochtone.
c'est terminé. Les autochtones, ils veulent la modernité, les barbecues, les 4x4 et tout. Et oui, c'est vrai, les autochtones, ils ont des 4x4, pourquoi ils n'en auraient pas, quoi. Ils habitent en plus... Et donc cette phrase de l'ami de mon ami, de la mère de mon ami, m'a fait comprendre ça. C'est-à-dire que il y a toute une génération québécoise qui ne considérait pas l'existence même de la culture autochtone. En fait, c'était un peuple qui physiquement était toujours là, mais qui culturellement avait disparu. Et c'est pour ça qu'ils ne les voyaient pas. Et quand il y a une révolte, et quand il y a une rébellion comme dans le film Nuestra Tierra, ou quand il y a l'été dernier au Québec, il y a eu des blocus forestiers. Donc c'est costaud les blocus forestiers. C'est des autochtones qui ne sont pas des autochtones officiels, au sens c'est pas le chef de la réserve et tout, c'est des militants, des gens qui considèrent qu'ils s'auto-appellent les gardiens du territoire, qui ont bloqué de l'exploitation forestière. Et ça a marché. Car comme dirait un podcast d'Arte que je connais bien, et parfois on gagne. Et donc, ça a marché, c'est-à-dire qu'il y a une arrestation, une exploitation forestière, enfin, il y avait une nouvelle loi qui permettait de encore plus exploiter la forêt, et cette loi n'a pas pu, finalement, a été, annulée, grâce au blocus forestier des gardiens du territoire au Québec. Mais ce que je veux dire, c'est que pour aller dans votre sens, c'est que tout d'un coup, cette génération qui sous-considérait l'existence autochtone, elle est confrontée aujourd'hui à une renaissance culturelle de dingue, mais qui n'est pas une renaissance traditionnelle où genre on fait tout comme avant, c'est une réinvention. Et moi je raconte toujours, je suis allée à un powwow, vous savez, ce sont les grandes fêtes autochtones où il y a des danses, des chants, c'est juste incroyable, et ils sont destinés à nous les blancs, les powwows, c'est des moments où il faut aller les voir, quoi. Si vous avez envie d'aller au Québec, il y a ce qu'on appelle la route des powwows où vous pouvez en faire plusieurs, ça je vous conseille vraiment. Ouais. Et c'est les fest-noz. C'est les fest-noz. Et je vais à ce powwow, d'ailleurs c'était à Kitigan-Zibi, dans la réserve dans laquelle j'ai enquêté, et je vois des costumes hallucinants, et je me dis, mais c'est pas nord-américain, enfin, je vois des trucs magnifiques avec des couleurs flashy, et quelqu'un me dit, ah oui, non mais ça c'est la nouvelle mode, ça vient du Nouveau-Mexique. Donc en fait, c'est ça la réinvention, c'est que vous avez des jeunes qui se sont mis à fond dans le powwow, parce que le powwow, il y en a plein que ça a sauvé de la toxicomanie, notamment. Parce que c'est pas juste, je sais pas ce que c'est un fest-noz culturellement, je sais pas si c'est... Mais en tout cas, il y a quelque chose de très puissant et de très spirituel dans le powwow, c'est quelque chose de très religieux en fait. Hein. Et ça les a sauvés, et ils réinventent en allant chercher des trucs, des régalias. La régalia, c'est le costume du powwow au Nouveau-Mexique, quoi. Et ça, c'est magnifique en fait. Et on est là-dedans aussi, au Québec, en ce moment. Si vous allez dans des powwows au Québec, vous verrez des jeunes extraordinaires, qui réinventent tout, quoi, et qui sont dans leur culture. Pourquoi tu dis que c'est pour nous, les powwows ? Parce que c'est destiné, c'est pas une fête interne à une communauté, c'est une fête qui est destinée à montrer sa culture aux autres. Voilà. Aujourd'hui ou ça a toujours été ? Aujourd'hui, le powwow, c'est pas si ancien que ça, je pense. C'est pas une tradition si ancienne que ça. Il faut savoir que la loi sur les Indiens, car c'est son nom, the Indian Act, qui date de la fin du 19e siècle, a interdit de manière ultra violente toute expression culturelle. C'était interdit. On ne pouvait plus avoir C'est pour ça que c'est miraculeux. C'est pour ça que la résistance des peuples, il faut y croire, c'est qu'ils ont été éradiqués, je veux dire, ils ont été d'abord biologiquement éradiqués, hein, à cause des maladies, à cause aussi de, et ça je pourrais en parler, mais ce n'est pas le sujet, de l'instrumentalisation de la famine, puisqu'il y a eu une instrumentalisation de la famine pour les éteindre hein, dans certains coins de l'Ouest canadien, quand ils étaient emmerdants parce qu'ils ne voulaient pas aller là où ils voulaient qu'ils aillent. Ah là là, je me perds. Ah oui, le powwow. Et donc du coup, je pense que le powwow est né au moment où on a arrêté toutes ces interdictions, mais il faudrait que je vérifie. Et que, ok, ben, du coup, on va montrer ce qu'on est, quoi. Et alors, si vous tapez powwow sur Insta ou sur un réseau social, vous allez voir plein de powwow partout aux États-Unis. En général, c'est dans des gymnases. C'est pas très poétique comme lieu, qu'il faut des endroits immenses. Et vous allez voir les différents défilés. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est sublime, quoi. Les costumes sont dingues. Une question sur les termes employés, l'étymologie. Oui, j'adore ça. Parce que là, ça a été un peu plus, et notamment pour regarder
ici en France. Il y a une différence, je sais pas. Est-ce que, de quel mot est-ce que vous Par parlez? rapport aux autochtones, bon, il y a indigène, mais aussi les Premières Nations, oui. les airs, etc. Oui. Alors, Première Nation, c'est le terme utilisé au Canada, First Nations. Donc, ça concerne pas les Inuits, parce que c'est autre chose, et ça concerne pas les Métis, parce que c'est autre chose. Les Métis, c'est pas juste des gens qui ont un père blanc, une mère autochtone. Les Métis, c'est un peuple. C'est un peuple qui est né dans le Manitoba au 19e siècle, c'était des Franco-Cris. Les Cris, c'est un peuple autochtone. Et les Métis se sont constitués vraiment, c'est une force politique maintenant. Ils sont issus de ce peuple qui étaient des descendants des coureurs des bois blancs francophones et des femmes Cris, souvent. Parce que les femmes, là je parle de l'époque de la colonisation. Bref, donc il y a 3 statuts au Canada. Il y a le statut, quand je dis statut, c'est des cartes d'identité, c'est administratif. Hein. Il y a le statut métis, qui est souvent Manitoba, Saskatchewan, donc dans les prairies, au centre. Il y a le statut Première Nation, donc c'est toutes les communautés autochtones, des gens qui s'identifient et dont on peut établir qu'ils le sont. Et puis il y a les Inuits, mais c'est un peuple qui n'a absolument rien à voir. Les Inuits sont arrivés bien plus tard, donc c'est pas du tout les mêmes. C'est un peu, et là c'est les mêmes dynamiques sociales et féminicidaires, mais c'est pas la même culture. Bref, on dit Première Nation, et les gens disent I am First Nation, je suis Première Nation. Enfin, c'est comme un. Voilà. Et ce qu'ils disent aussi beaucoup, c'est je suis Anishinaabe, je suis Mohawk, je suis Atikamekw, je suis Cri. Voilà, il y a il y a 60 langues autochtones au Canada. Et il y en a qui sont. Au Québec, elles ont bien résisté parce que les autochtones, par exemple les Inuits et les Atikamekw, étaient hauts dans le Québec. Et du coup assez colonisés tardivement, et donc ils ont conservé leur langue, et aujourd'hui il y a un énorme travail de conservation de la langue. Par exemple, moi j'ai écrit un livre, qui est celui-là, c'est super que vous l'ayez lu, je l'ai écrit 2 ans après, c'est sur les Cris du Québec, et eux c'est une communauté autonome, politiquement autonome au Québec, qui ont obtenu leur autonomie par la loi, parce que le droit c'est le bras armé de la lutte autochtone au Canada, c'est vraiment le droit, c'est-à-dire on va chercher des traités du XVIIIe siècle pour établir que cette terre est à nous. Je prends le fil. Oui, c'est ça. C'est que les Cris, par exemple, les enfants Cris, ils apprennent le français genre assez tard. Et c'est fait exprès en fait. Ils apprennent vers 8 ans. Ou l'anglais, pardon, c'est l'anglais, parce qu'ils sont anglophones. Voilà. Donc il y a un super effort aujourd'hui de revivification ou maintien des langues compréhensibles. Les jeunes parlent. Surtout les Anishinaabe, par exemple, c'est catastrophique. Et Tikanzibu où j'étais, franchement, la langue, il y avait 3 personnes qui ne la parlaient pas. Par contre, vous allez chez les Inuits, toute la communauté parle Inuit. Vous allez chez les Atikamekw, c'est leur première langue. La jeune femme dont je vous parle, Lauriane, qui était à mon lancement à Montréal, elle a appris le français super tard. Et voilà, donc c'est possible en fait. Est-ce qu'il y a des connexions entre les féministes blanches et les indiennes, et les autochtones, ouais. Alors, indiennes, est-ce que j'ai répondu à votre question sur la terminologie non, j'ai pas dit réserve. Sur les termes. Oui, pardon, je finis. Mais relancez-moi après. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la oui. prise de conscience ou des choses comme ça? Alors, le mot autochtone, moi par exemple, j'ai mis amérindien. J'utilisais le terme amérindien dans la première édition j'oscillais entre les deux parce que je savais que ça allait être lu par des Français et qu'à l'époque, quand on disait autochtone en France, les gens disaient de quoi tu parles. Donc je mettais amérindien. Les autochtones détestent cette expression, mais vraiment, c'est profond là. Parce que c'est un terme hyper colonial. Parce que c'est indien. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est autochtone. Et dans la nouvelle édition, j'ai enlevé pas mal, j'ai enlevé amérindien, quoi. Je me suis dit, bon. On dit indigenous, donc ça, c'est ce qui est préféré par les anglophones, indigenous. Et on dit aussi aboriginal, mais ça, c'est moins utilisé. Et voilà, le terme, c'est indigenous/autochtone. Pour les réserves, le mot réserve est compliqué. Moi, je l'utilise parce que je trouve qu'il signifie bien ce que c'est. Il signifie bien terre réservée, organisée par le colon, déterminée par le colon, c'est clair. Et elles sont toujours là.
c'est compliqué parce que quand vous dites réserve, certains autochtones le vivent mal. Donc ils préfèrent le terme communauté. Le problème de communauté, c'est que c'est hyper large, ça veut tout dire. On peut parler d'une communauté autochtone en ville, par exemple, qui est juste le fait qu'il y ait des autochtones dans certains quartiers de la ville. Bon, donc voilà, donc ça c'est un truc, et j'ai même fait une petite note de bas de page sur, oui, j'utilise réserve, mais je fais exprès, parce que je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Et donc votre question, pardon. Oui, le lien avec les féminismes blancs. Ben, c'est intéressant parce que Christelle Taroum, la préfacière, m'a posé la même question que vous. Et je trouve que, bof, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup... Alors, il y a des ONG... Amnesty International a été super important pour les femmes autochtones, parce que Amnesty Canada s'est vraiment mis à l'écoute, avant tout le monde, des femmes autochtones, et c'est eux qui ont produit le premier rapport en 2004 sur les féminicides, qui s'appelle « On a volé la vie de nos sœurs ». Et, ouais, très beau. Et donc, mais je trouve... je n'ai pas vu beaucoup de liens entre les féministes, les mouvements féministes blancs et les féministes autochtones. Je ne sais pas si c'est un problème en vrai. Parce que les femmes autochtones, je me souviens qu'à un moment, il y avait des militants d'Amnesty qui m'avaient dit « Qu'est-ce que je peux faire pour les femmes autochtones ?» Et on leur avait dit « Rien !» Parce qu'elles se débrouillent très très bien, elles sont puissantes, elles ont leurs organisations. Si, vous pouvez venir, mais elles n'ont pas besoin fondamentalement de vous. Donc, après, quand vous avez... par contre, vous avez des personnes blanches qui travaillent dans les ONG autochtones. Ça, c'est tout à fait répandu. Pas à des postes de présidence, mais par exemple, les centres d'amitié autochtones du Québec, le porte-parole, la personne qui communique avec les médias est blanche, par exemple. Femme autochtone du Québec, l'attachée de presse, pendant des années, était une Française. Ça, c'est tout à fait possible. Mais des mouvements féministes non autochtones qui lutteraient aux côtés, j'ai pas trop vu. Peut-être que c'est parce que j'ai pas tout vu aussi. Hein. Une question, vous parliez tout à l'heure du ministère sur la question du féminicide, ouais. Le côté public qui sort beaucoup plus, et malgré ça, par exemple, le chiffre de féminicide ne baisse pas. Ouais. Et du coup, ça me faisait un peu penser à... J'ai une fille qui a 19 ans et qui a du coup fait genre collège, lycée pendant MeToo, où ça a été énormément thématisé. Ils ont beaucoup lu le consentement, ils ont lu des pentes à l'école, des trucs comme ça. Mais après, quand je parlais avec elles du quotidien... Ça change pas. Ouais, dans leur bande de filles, par exemple, le nombre de viols, c'est totalement ahurissant. Ouais. La décomplexité du machisme, du côté... Mais surtout qu'on est dans un backlash là en ce moment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a aussi un contexte général qui est catastrophique, quoi, de machisme, de backlash, aussi de religiosité. Par exemple, elle a augmenté beaucoup dans ces classes, quoi, après les terminales. Et voilà, il y a aussi le côté politique totalement réac, et aussi le côté économique qui est probablement de plus en plus dur et qui va à contresens et tout ça. Ouais, je vois très bien ce que vous voulez dire, d'autant qu'il y a un backlash aussi post-MeToo au Québec. Je sais pas trop si ça peut se conjuguer avec les enjeux autochtones. Moi, je pensais plus au féminicide. En général. Oui. Je crois que je ne sais pas répondre à votre question. Mais peut-être que c'était pas tout à fait une question. Bah, c'est une question de remarque, mais on est quand même dans une période politique aussi catastrophique. Non, mais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Le nombre de régimes autoritaires sur la planète, ça arrange pas. Je crois qu'il y avait un peu... Ah oui. Moi, j'avais des questions. Moi, je sais qu'il y a les statistiques ethniques, raciales en France, mais on est quand même un pays beaucoup colonisé. Est-ce que c'est possible juste de... J'ai le ventilo, j'entends pas très bien. Ah pardon. Alors je disais que comme il n'y a pas de statistiques en France... Ethniques, enfin pas beaucoup, disons, il y en a quand même, mais ouais. Sur justement, je pense, tous les... Comme on a beaucoup colonisé, qu'il nous reste encore beaucoup d'endroits de colonie, je pense évidemment à la Guyane. Je sais pas, est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu peux faire des parallèles? Est-ce que tu as eu des histoires similaires? Oui, alors je me permets d'en faire un avec la Nouvelle-Calédonie parce qu'il se trouve que j'ai fait une rencontre comme celle-ci à Toulouse et il y avait une jeune femme kanak dans la salle.
Et à un moment, elle prend la parole et elle pleure. Et en fait, elle dit, tout ce que tu racontes, c'est moi. C'est ma vie de Kanak. Donc, j'ai pas creusé. Enfin, je veux dire, je vais pas dire, ah bon, machin. Mais voilà, je pense que les femmes autochtones guyanaises, Kanak ou polynésiennes, puisque c'est les 3 peuples autochtones qu'on a, peuvent se reconnaître dans ces récits. Je pense que c'est moins... c'est des petits endroits, c'est des endroits peu peuplés. Enfin, je veux dire, c'est pas comparable en termes de chiffres. Mais par exemple, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a eu des pensionnats en Guyane pour les autochtones guyanais. Et il y a eu, alors c'est des chiffres beaucoup plus petits, mais il y a eu plusieurs milliers d'enfants autochtones qui sont passés par les pensionnats autochtones en Guyane et où ils étaient arrachés de leur famille. Même chose, où il y a eu des violences sexuelles. Et il y a en ce moment une ONG qui travaille là-dessus et qui veut constituer une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui travaille pour qu'il y ait une commission d'enquête là-dessus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire et ça m'intéresse énormément parce que quelque chose que m'ont renvoyé mes amis québécois et que je me suis bien pris dans la tête, c'est super que tu t'intéresses aux autochtones du Québec, mais est-ce que tu t'es jamais intéressé aux autochtones de vos colonies ? Et ben voilà, donc ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Et d'ailleurs, je vous conseille un livre génial qui s'appelle « Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie » de Benoît Trépied. C'est un chef-d'œuvre, ce livre. C'est génial, c'est un chercheur. C'est sur les processus de colonisation-décolonisation en Nouvelle-Calédonie, qu'on doit appeler maintenant plutôt Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et c'est un livre, je pense qu'il est en train de le chercher, enfin, je sais pas, j'ai vu un mouvement. En tout cas, vous l'avez eu. Ouais. C'est un livre, je vous conseille tellement. C'est un essai, donc normalement, on a une idée pour les essais, soit c'est hyper triste, soit c'est un peu rugueux. Mais moi, ce livre, j'avais envie de rentrer chez moi le soir pour le lire, tellement c'est intéressant. C'est passionnant, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est démentiel. La puissance kanak, elle est juste incroyable. Voilà. On a vu avec l'exil forcé, la prison forcée, l'opposant. Oui, Christiantin. Voilà, ouais. Non, mais on est encore dans un truc. On est dans une. En 2025, plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Oui, voilà. On est dans un rapport de force totalement colonial et on s'en rend pas compte. Et on va au Québec faire des bouquins. C'est ça. Voilà. Je sais pas qui. Nathalie. Vous avez parlé des 3 solitudes. Ouais. Après, vous avez parlé des coraux et du Nouveau-Mexique, de comment ça peut inspirer, par exemple, les coraux, comment ils se sont inspirés du Nouveau-Mexique avec ses couleurs et tout ça. Et donc, moi, ça m'interpelle par rapport à donc, cette solitude autochtone qui, j'ai l'impression que représente plusieurs solitudes. Et en fait, ça m'amène à la question, est-ce qu'il y a une mise en réseau? Est-ce que déjà au sein du Canada, les différentes communautés se mettent en réseau pour s'empowerer et plus largement, est-ce qu'elles rentrent en contact avec d'autres communautés qui peuvent être kanak, peuvent être... Eh bien, je peux vous répondre, et je le sais depuis pas longtemps. C'est que il se trouve que j'ai donc cette personne kanak que j'ai rencontrée, et j'ai une amie qui est une militante autochtone guyanaise, qui m'a dit, en fait, elle est tout le temps fourrée au Québec, quoi. Elle me dit, ah, mais oui, je la connais, ta copine poétesse, ta copine, mais bien sûr, j'y étais il y a 2 mois. En fait, elle communique énormément, et il y a des autochtones guyanais qui sont allés en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça m'a donné envie de faire un livre, enfin, je veux dire. Donc il y a une espèce de circulation politique entre autochtones pour se raconter les bonnes pratiques. Voilà. Et l'amie guyanaise en question, Yuwei Henry, c'est une poétesse, elle est très désespérée parce qu'elle trouve qu'en ce moment c'est très atone la mobilisation autochtone en Guyane. Elle trouve qu'il ne se passe rien. Alors qu'effectivement, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est totalement foufou, quoi. Donc, et du coup, voilà, elle puise les unes les autres. En plus, c'est l'autochtonie francophone, c'est intéressant. Elles se connaissent. Et ça m'a sidérée, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Hervé, tu voulais dire quelque chose? Moi, c'était sur la question religieuse.
sais que les institutions religieuses ont fait beaucoup de mal, Ouais. dans les écoles et tout ça. Ouais. Et je voulais savoir justement quelle est sa place maintenant par rapport à ces questions-là. Les églises. Les églises, ouais. Le pape a présenté ses excuses aux autochtones du Canada il y a 2 ans. Il y a une délégation autochtone canadienne qui est venue au Vatican. Et ensuite, le pape est venu au Canada et a présenté ses excuses pour les congrégations catholiques. Voilà. Et on est en mode profil bas, je dirais. Sachant que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autochtones qui sont chrétiens, notamment les générations qui ont été au pensionnat. Et moi, quand j'ai écrit Le Centre du Monde, j'ai découvert qu'il y avait des frictions incroyables dans les communautés entre la génération des pensionnats christianisés et les jeunes qui veulent reprendre leur culture. Et il y a eu des... C'est incroyable, il y a des jeunes qui ont monté une tente de sudation, quand je dis jeunes, 40 ans, une tente de sudation dans un jardin. Donc la sudation, c'est un truc spirituel que j'ai déjà fait une fois, spécial. Vous êtes sous la tente, vous mettez de l'eau chaude sur les pierres, et voilà, et il se passe tout un tas de transes en fait, c'est un truc hyper spirituel. Et donc la tente de sudation, Sweating Lodge, c'est vraiment une tradition autochtone d'Amérique du Nord. Et bien dans un des villages cris où j'étais, ça avait été dénoncé comme étant diabolique par la génération qui avait été dans les pensionnats. Ouais. Là, je vous parle d'un événement d'il y a 5 ans, enfin peut-être un peu plus. Donc il y a encore des grosses tensions. Et l'autre tension religieuse, c'est les pentecôtistes. Le pentecôtisme est extrêmement puissant dans les communautés autochtones, partout en Amérique du Sud aussi. Partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde. Je ne connais pas très bien, mais je sais ils instrumentalisent la vulnérabilité culturelle, sociale, psychologique des communautés pour les coloniser. Enfin ouais, c'est une autre forme de colonisation. Et alors après, il ne faut pas trop simplifier parce que vous avez des autochtones qui s'approprient le pentecôtisme et qui en font quelque chose. Il ne faut jamais être trop simpliste. Et il y a aussi une anthropologue qui m'a dit que le pentecôtisme, ça a parfois aidé des communautés à se tenir debout. Parce que tout d'un coup, il y avait des règles qu'on avait perdues. Donc voilà, c'est complexe en fait. Mais néanmoins, je vois plutôt l'aspect négatif, moi, du pentecôtisme parce qu'il empêche les spiritualités autochtones de se déployer dans un certain nombre de communautés. Je vois beaucoup d'éventails, on est presque dans la lutte de sudation. Moi, je suis très bien. Merci à toi, Emmanuel. Et puis, on peut poursuivre avec des petits moments, peut-être avec toi, si tu es d'accord pour en parler. Je peux vous signer, signer des livres. Dédicacer. Et je me demande s'il n'y a pas un petit apéro. Si on va faire aussi celles et ceux qui auraient soif, par exemple, on peut se mettre à...